Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux avocats. Nous intervenons sur 3 sets de compétences que sont la formation business avec les formations Boost et les formations Business Partner, le coaching business avec l'offre Sparring Partner qui suit les formations, ainsi que des missions de conseil en stratégie où nous intervenons sur la stratégie exécutive et opérationnelle du cabinet, sur l'acquisition et le développement de la clientèle ou encore sur l'optimisation des process et l'organisation des équipes au sein du cabinet d'avocats. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode d'Anomia, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec Guillaume Giuliani. Guillaume Giuliani est avocat associé au sein du cabinet Moncé Avocat. Avant d'intégrer ce cabinet, il était associé au sein du cabinet Defilis et celui-ci va vous raconter la création du cabinet, pourquoi ils l'ont créé, quelles sont leurs activités, quelle est leur vision et où veulent-ils aller. Je vous souhaite une bonne écoute. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute. Eh bien écoutez, bonjour maître Guillaume Giuliani, je suis ravi que vous me receviez dans votre cabinet d'avocat, ou plutôt dans le cabinet dans lequel vous êtes associé, le cabinet Moncé Avocat, situé 26 avenue Victor Hugo à Paris. Bonjour maître Giuliani. Eh bien bonjour, merci de s'entretenir avec moi. Eh bien avec grand plaisir, c'est moi qui vous remercie de m'accorder un petit peu de temps. Alors avant de commencer, moi j'aimerais bien savoir qui vous étiez avant de devenir avocat et pourquoi vous vous êtes destiné finalement à ce métier. Alors, paradoxalement, c'est un métier qui est plus venu à moi que moi à lui. C'est-à-dire que je suis issu d'une famille de juristes et mon père avait fait du droit. Et moi-même, à l'issue du bac, j'aimais l'histoire. Mon père m'avait parlé de son métier, ça me semblait sympa. Et donc, j'ai choisi cette voie. Comme beaucoup de gens, après le bac, finalement, on fait souvent un peu ce que les gens font autour de nous. Hein. J'aurais eu, je sais pas, un copain de mon père qui était médecin, et ça m'aurait plu, j'aurais peut-être fait médecine. J'ai suivi ça parce que j'ai trouvé que je m'y retrouvais. Voilà. Très clair. Et pourquoi le droit des affaires du coup ? Le droit des affaires, c'est arrivé beaucoup plus tard. Au début, j'ai fait des études de droit à la faculté, et après, en me spécialisant, je me suis pas vu une âme de pénaliste. Je trouvais que c'était un métier extrêmement dur. J'ai trouvé que le conseil me correspondait mieux. J'ai toujours trouvé que la proximité avec le client dans le conseil, c'est quelque chose que je trouvais intéressant. Et donc, du coup, j'ai suivi le droit des affaires. Et après, comme je parlais très mal anglais et que je pense que c'était assez important de parler bien anglais, je suis parti aux États-Unis faire des études. Puis après, j'y ai travaillé quelques années. À Dallas notamment ? Absolument. Je travaillais à Dallas. J'ai fait des études à Chicago, j'ai travaillé à Dallas. Expérience très enrichissante. Je pense que d'un point de vue technique, j'ai pas appris grand-chose, mais j'y ai appris probablement, je pense, à avoir des gens très différents, des gens. Finalement, ça nous forme pour notre futur métier, c'est de se retrouver avec des situations, on va dire, auxquelles parfois on a des difficultés d'appréhender. Et en ayant cette expérience, en voyant des gens très différents, une espèce d'immense brassage, eh bien, ça nous donne une culture, un vernis pour pouvoir faire face à des situations où l'imprévu est là. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film Itinéraire d'un enfant gâté, où Anconina discute avec Belmondo, et Belmondo lui dit que la clé dans ce métier, c'est de jamais avoir l'air surpris. Et il lui dit des choses, à chaque fois, il a l'air surpris. Ah, voilà, les expériences aux États-Unis, après avoir passé quelques années là-bas, je pense qu'on est moins surpris de ce qu'on rencontre. Et je pense que c'est important dans ce métier de pouvoir savoir s'adapter en tout cas. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Et du coup, vous passez quelques années aux États-Unis, vous revenez au début des années 2000 en France. Exactement. Vous allez travailler chez Clifford Chance. Exactement. En tant que collaborateur. Pourquoi vous revenez en France déjà et qu'est-ce que vous y trouvez par rapport à ce que vous aviez aux États-Unis, puisque c'est la première fois que vous exercez le métier d'avocat, c'est aux États-Unis, et quand vous revenez, c'est la première fois que vous l'exercez en France. Est-ce que vous voyez un distinguo qui est très important entre les deux ? Alors, déjà, aux États-Unis, c'est une profession unie, c'est-à-dire que juriste, notaire, etc., c'est une profession. Ensuite, aux États-Unis, la profession d'avocat, on va dire que c'est une profession pratiquement économique, puisqu'une grande partie de l'économie se règle par le droit. Donc c'est un positionnement qui est très fort. En France, on n'en est pas du tout là.
Et donc c'est une profession qui est dans le conseil, mais je veux dire qui est aujourd'hui le poids du droit en Europe monte parce qu'on arrive de plus en plus à des choses internationales où le contrat, ou le procès, ou la chose juridique a un impact économique, mais aux États-Unis c'est quand même poussé à son paroxysme. Donc ça c'est la première différence. Et sur votre première question, pourquoi je suis rentré en France, après 3 ans aux États-Unis, en fait, j'étais français, je me sentais faire ma vie en France. En fait, c'est purement personnel, il n'y a pas de vue économique ou de plan de carrière ou quoi que ce soit. Je me disais, je ne vais pas faire ma vie aux États-Unis, donc je suis rentré. Le mal du pays. Non, en fait, les États-Unis, c'est un pays que j'adore, mais j'en partage. Je pense que toutes les valeurs ne me correspondent pas, et donc je me suis dit, en fait, que je ferais mieux ma vie en France, et je pense que beaucoup de gens pensent que les Américains nous ressemblent. Et la première conclusion que je suis arrivé après avoir passé un certain nombre d'années aux États-Unis, c'est qu'on est extrêmement différents. Et je veux dire, on a beaucoup de points communs, je veux dire, on a des civilisations communes, etc. Mais c'est des gens très différents de nous. Et je me suis pas senti, je me suis pas senti faire ma vie là-bas, quoi. Très clair. Je veux dire, moi, j'ai grandi à Paris. Le matin, j'écoutais France Inter. Il y a plein de trucs qui me manquaient, quoi. Lire le journal français, écouter la radio. Se promener dans Paris, voilà, à la fin, c'était ça que j'avais envie, voilà. Très clair. Et donc là, vous revenez le chercher chez Clifford, et là, du coup, vous devenez avocat en France, Exactement. chez Clifford Chance. Tout à fait. Et là, qu'est-ce que vous trouvez ? Qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez ? Alors, la vie est toujours pleine de surprises, c'est-à-dire que chez Clifford, déjà, je veux les remercier parce qu'ils m'ont donné ma première collaboration. Je suis tombé sur des gens vraiment exceptionnels. Et moi, j'étais venu pour faire un peu des opérations qu'on disait de cross-border. Et je suis tombé sur une équipe d'anciens de Darrois et de Moquet-Board qui m'ont plutôt formé au boursier. Et ils m'ont surtout formé tout court, parce que après plusieurs années aux États-Unis, on va dire que mon niveau juridique français n'était pas au meilleur. Et puis surtout, je me suis rendu compte d'une chose qu'on sous-estime beaucoup, c'est que quand on sort de la fac et qu'on fait des études à l'étranger, etc., qu'on arrive dans sa première collaboration, on pense pouvoir faire plein de choses. En fait, on ne sait rien faire. Voilà. Et c'est un endroit qui m'a vraiment formé, structuré. Et là-dessus, je suis resté 1 an et demi. C'était des années très formatrices. Voilà. Donc là, vraiment formation à outrance, production, apprentissage du métier, pas encore de développement de clientèle personnelle ? Non. Très clair. Et donc vous restez 1 an et demi, vous allez chez Cleary ? Jones Day. Jones Day, autant pour moi. Vous allez chez Jones Day. En fait, j'ai suivi un collaborateur senior qui était parti chez Jones Day développer une activité boursière. Et là, déjà, on peut dire que j'avais envie de monter quelque chose, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ça m'a plu. Donc je l'ai suivi. Et chez Jones Day, ça a bien marché. Je suis resté 1 an et demi. Mais j'avais envie d'aller dans un cabinet où il y avait des opérations un peu plus structurantes. Donc j'ai envoyé des CV et j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été recruté par Bredin Pratt. Et là, je suis resté assez longtemps. Voilà. Là, vous êtes resté 7 ans ou 6 ans et demi au sein de ce cabinet. Ouais. Et là, c'est vraiment là, finalement, que vous commencez à exercer en tant qu'avocat, parce que vous avez déjà 3 ans d'expérience sur lequel vous avez énormément bossé votre technique, la production. Donc, vous venez plus comme de Dallas, où finalement, vous le dites vous-même, vous ne savez pas faire grand-chose. Là, vous savez faire des choses et vous allez commencer vraiment à profiter du métier, entre guillemets. Vous avez de l'autonomie. Et vous pouvez nous expliquer un petit peu quelles ont été les différentes évolutions ? Ce qui est amusant, c'est que dans mes premières années, je dirais que j'ai été formé d'un point de vue technique. On m'a un peu donné des coups de baguette sous les doigts pour relire les documents, enfin comme toute formation d'avocat, donc de la rigueur, lire les codes, faire les recherches, sortir des notes, etc. Et donc quand j'arrive chez Bredin, j'avais un vernis technique, et là-bas, on va dire, j'ai appris à faire des deals, parce que je faisais beaucoup d'opérations réglementées, boursières, mais j'avais fait assez peu de deals, et c'est vraiment là-bas que j'ai appris à faire ça, quoi. Voilà. C'est une maison extraordinaire où si vous avez envie de travailler, il n'y a pas de problème, vous pouvez beaucoup travailler. Voilà. Et donc j'ai beaucoup travaillé et j'ai travaillé avec à peu près presque tous les associés. C'est vraiment des gens remarquables. C'est une maison où il n'y a pas de politique, en fait, on valorise que le travail.
Et donc, en fait, c'était... Alors, je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais il y avait un associé ou 2 associés par dossier, et parfois un collaborateur. Donc, on travaillait vraiment avec un associé, et là, on ne peut pas se cacher, quoi. C'est-à-dire qu'il faut produire, et c'est l'associé qui lit directement, ou ça part même directement chez le client. Donc, je veux dire, il n'y a pas de filet, et j'ai trouvé que c'était une très belle expérience. Mais au-delà, on va dire, de la technique, on apprend aussi le sens du deal, on apprend vraiment un métier d'avocat transactionnel. Voilà. Et je pense que c'est une super formation. Et comment vous l'avez appris? Ça, c'est beaucoup plus par mimétisme par rapport aux associés qui étaient présents, ou finalement vous étiez quand même suivi dans l'évolution, on vous donnait des conseils par rapport à la façon de traiter un client, par rapport à la façon d'amener un deal, par rapport aux pratiques de marché? Comment ça se faisait? C'est beaucoup par mimétisme. En fait, les associés ont une façon de faire, on pourrait dire un toucher de balle. Et vous essayez d'avoir le même toucher de balle 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et voilà, et puis ils sont tous assez différents, et donc on apprend comme ça. Voilà. C'est quoi l'évolution de Maître Giuliani de la première année où il arrive chez Bredin et jusqu'à son départ de chez Bredin? Est-ce que vous avez fait un petit peu un regard vers le passé en disant ok, finalement en 7 ans, je suis passé par différentes étapes et aujourd'hui je suis fier de ce que j'ai réussi à faire. Vous arrivez à identifier un peu ces étapes ou pas du tout? À la fin, j'ai eu la chance d'être mis par beaucoup d'associés qui m'ont fait confiance sur des dossiers où j'ai beaucoup d'autonomie. Et donc, j'avais eu la chance de travailler sur des très belles affaires avec une capacité de pouvoir négocier, etc. Et donc, on est un petit peu plus confiant sur ce qu'on sait faire. Voilà. Après, le métier, on apprend tous les jours. Hein, donc, mais c'est vrai que 7 ans de Bredin, ça vous donne un vernis. Voilà. Mais après, il faut garder raison. Hein, ce métier, il y a encore beaucoup de choses que j'ai apprises par la suite. Et j'apprends encore. Voilà. Au bout de 7 ans chez Bredin, vous aviez 10 ans de bar. Ouais. Derrière, plusieurs possibilités. Créer un cabinet d'avocats, rejoindre l'association, ou en tout cas tenter d'être coopté chez Bredin pour devenir associé, ou rejoindre un autre cabinet d'avocats pour devenir associé. Est-ce que ce choix vous a taraudé ou est-ce que c'était une évidence pour vous? Non, mais il n'y a pas d'évidence. En fait, les gens disent on choisit, mais en fait on ne choisit pas. Clifford Chance, en fait, quand j'ai envoyé des CV, ils m'ont fait une offre, je l'ai prise. Bredin, ils m'ont fait l'offre, je l'ai prise aussi. Et à l'issue de ces années, je ne suis pas passé associé. Et donc j'ai cherché, je pensais que je voulais passer associé. Après, c'est un choix de vouloir passer associé. On n'est pas obligé de passer associé. Hein. Bien sûr. Mais moi, j'avais envie, dans mon expérience. Et donc j'ai réfléchi à qu'est-ce que je pourrais faire. Et donc je suis parti chez Defilis à l'époque. Mais on m'aurait proposé l'association, la vie aurait peut-être été différente. Mais après, une association, c'est animal, donc il faut correspondre à un cabinet. Et probablement que je ne correspondais pas. Après, j'ai fait un autre chemin. Et aujourd'hui, je suis assez content de ce chemin. Mais je ne suis pas sûr qu'on ait toujours le choix. En fait, on a une envie. Et après, on voit comment la vie, quelle option elle propose par rapport à cette envie. Mais après, il y a des gens qui ont le choix. Mais je ne suis pas sûr d'avoir eu le choix toute ma vie. Voilà. Je pense que j'ai eu des envies d'aller à des endroits. Il y a eu des opportunités que j'ai saisies. Mais je n'avais pas 6 opportunités. J'ai eu une opportunité, 2 opportunités, et voilà. Mais dans le scope de votre ambition, parce qu'en fait vous aviez des choix qui étaient infinis. Quand vous revenez en France, vous pouvez très bien aller travailler chez Maître Dupont à côté de chez vous, alors, oui. Ou travailler dans des grands cabinets d'affaires. D'accord, mais ok, donc j'avais envie de travailler dans un grand cabinet anglo-saxon, et donc j'ai eu un cabinet qui m'a fait confiance. Ensuite, à un moment, j'ai voulu travailler dans un grand cabinet d'affaires français, et j'ai eu un cabinet qui m'a fait confiance. Ouais. Et après, j'ai voulu passer associé, et il y a eu une maison qui m'a fait confiance. Enfin, même une personne qui m'a fait confiance, avec qui je suis encore associé aujourd'hui. Et c'est comme ça, en fait. Vous avez des envies, et après, vous voyez qu'est-ce qu'on vous propose. Mais on n'a pas souvent... La vie n'est pas faite de 50 opportunités, ou alors c'est un peu curieux. Enfin, voilà. Très clair. En tout cas, moi, j'ai pas eu cette chance. Voilà. Et donc, comment ça se passe quand vous cherchez finalement? Alors, je ne sais pas, est-ce que vous cherchez une association? Est-ce qu'on vient vous chercher quand vous étiez chez Bredin? Comment ça se passe concrètement, le fait finalement de devenir associé au sein d'une autre structure que celle dans laquelle vous étiez collaborateur? En fait, il y a eu Frédéric Pinet, qui avait rejoint Defilis. Il avait rejoint Defilis pour monter une équipe transactionnelle en mid-cap, private equity et groupes familiaux. Et il avait lancé une chasse. Je me souviens encore,
C'était, je crois, au mois de mai. Donc j'ai rencontré Frédéric, avec qui, que je connaissais pas du tout. Hein. Et contrairement à des recrutements, on va dire, de collaborateurs, on n'a pas eu du tout la même discussion. On a eu une discussion d'associés. Une discussion d'associés, je pense que la première chose, c'est est-ce qu'on va bien s'entendre. Donc on se renifle un peu, quoi. C'est un peu la relation animale entre les hommes, pour voir est-ce qu'on peut faire un bout de chemin ensemble. Et après, on a une discussion sur la vision de ce qu'on veut faire. Et après, je pense qu'il s'est renseigné auprès de différentes personnes avec qui j'avais travaillé, et je pense qu'il a bien senti les choses. Et donc, après, il m'a présenté à José et au reste des associés de Difilis, et ils m'ont coopté, voilà. Et ça a pris combien de temps, ce processus? Un mois. Un mois, ah oui, donc c'est un processus extrêmement rapide. Mais c'est pas que c'est extrêmement rapide, c'est que quand vous le savez, vous le savez. En fait, dans des structures françaises indépendantes, je veux dire, les choses, ça se fait naturellement. Enfin, voilà. Je veux dire, quand vous sentez les choses, vous les sentez, quoi. Si ça prend du temps, souvent, c'est que c'est plus compliqué ou que ça ne doit pas se faire. Mais après, j'étais un associé jeune, donc j'arrivais avec très peu de passifs. J'avais tout à prouver. Et lui-même, donc là-dessus, mon passif était faible. Donc pour me faire rentrer dans l'association, c'était assez simple. Et après, j'avais montré quand même techniquement, j'étais passé dans les bonnes maisons. Donc puis on s'entendait bien et j'adhérais pas mal à sa vision. Et donc voilà. Et pour vous, est-ce que ça a été difficile, entre guillemets, de passer d'un cabinet français de premier plan, le plus gros, voire le deuxième ou troisième plus gros, mais en tout cas sur le podium des plus beaux cabinets français, à un cabinet comme le cabinet Difilis Avocats, qui était moins connu? Est-ce que ça a été difficile par rapport à l'ego ou quoi que ce soit? Il y a deux niveaux de réponse. La première réponse, c'est est-ce que, en passant de Brunin-Pratt à Difilis, j'avais moins d'outils, moins de capacités, etc. Alors oui, peut-être qu'il y avait une bibliothèque moins fournie, oui, peut-être l'informatique n'était pas aussi développée, mais la réalité, c'est que Brunin-Pratt, c'était resté de l'artisanat. On faisait nous-mêmes nos contrats, on travaillait beaucoup, et chez Difilis, j'ai retrouvé cet artisanat. Donc là-dessus, je trouve que... Après, j'avais moins de profondeur dans les équipes, j'avais pas un associé qui avait déjà fait le dossier, que je pouvais interroger, etc. En fait, c'est surtout l'équipe qui me manquait, l'équipe de premier plan, avec qui je pouvais échanger, et même tous les associés avec qui j'avais travaillé chez Bredin, ils étaient toujours de conseil, donc ça manquait évidemment. C'est le moment où on devient peut-être l'âge adulte, je ne sais rien. Ouais. Et après, bien sûr, sur la marque, moi, j'avais jamais fait de développement client personnel. Je pense que j'avais travaillé sur des clients perso, mais c'était des clients que Bredin m'avait demandé de traiter à titre personnel, souvent des amis d'associés, des choses comme ça, mais je n'avais jamais fait de développement clientèle. Jamais. Donc je suis arrivé chez Difilis où je devais faire ce développement. Voilà. Et je pense que ça a été... C'était un peu dur au début. Ouais. Et puis finalement, on y est arrivé. Après, c'était le challenge, c'était ça qui était sympa. Carrément. Mais alors du coup, comment ça se passe? Parce que vous ne développez pas, entre guillemets, pendant 10 ans, où vous vous consacrez vraiment au dossier des différents cabinets dans lesquels vous passez, à la technique, ce que vous appelez le vernis, j'aime bien ces termes-là. Et là, du coup, vous rejoignez le cabinet Difilis Avocats en qualité d'associé, dans un cabinet dans lequel vous n'avez jamais travaillé, et vous allez commencer finalement à avoir les deux facettes du métier d'avocat, c'est-à-dire l'acquisition et la production. Quelle méthode vous mettez en place pour aller chercher vos premiers clients? Alors déjà, je n'étais pas tout seul, j'étais avec Frédéric. Donc on a travaillé ensemble. En fait, je pense qu'il n'y a pas de méthode qui fonctionne. Il y a des méthodes qui correspondent à des gens. Je pense que la méthode qu'on a utilisée avec Frédéric, ça a été d'aller rencontrer des clients qui ne l'étaient pas encore et qui le sont devenus, en expliquant un peu ce qu'on faisait et en leur disant ce qu'on pouvait leur apporter. Et on avait vu pas mal de gens, et puis j'ai rencontré, puis il y a eu des rencontres, etc. Et puis petit à petit, il y a des gens qui nous ont fait confiance. Et comment vous les avez trouvés du coup, ces gens-là? Comment vous les avez identifiés? Comment vous les avez contactés? Quand j'étais chez Bredin, j'ai rencontré des banquiers, j'ai rencontré des gens, et on les appelle, et puis il y a des gens qui vous disent moi non, mais un tel peut-être, je vais te mettre en relation. Puis on les rencontre, il a dit ok, pourquoi pas, je vous teste, et puis voilà. Et puis j'ai un client qui était chez Bredin, pour lequel j'avais énormément travaillé, qui est la première personne qui m'a fait confiance quand j'étais associé.
c'est un groupe familial et le type m'a suivi. C'est une belle preuve de confiance, ça, quand même. Ouais, et c'est encore le premier client, quoi. Enfin, le premier client. C'est-à-dire, c'est le premier client qui m'a rejoint et c'est encore une des personnes dont je suis le plus proche, quoi. Très clair. Voilà. Et alors, comment vous prenez finalement votre place aussi au sein de ce cabinet? Puisqu'il y a déjà un passif au sein de ce cabinet. Il y a un avocat associé éponyme qui est présent, qui a donné son nom au cabinet. Comment on fait finalement pour s'installer et prendre sa place d'associé et finalement mettre son toucher de balle au sein du cabinet? Alors, déjà, ce qu'on a fait, je pense, c'est que donc, le cabinet était connu pour tout ce qui était patrimonial, avait une grosse clientèle de groupes familiaux. Et nous, on a pris un axe de développement qui a été beaucoup sur le private equity. D'abord pour des managers, puis pour des fonds. Et je pense que ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté une équipe. Et je pense que c'est ça notre réussite à la fin de la journée. Si je peux donner un conseil, c'est de monter une équipe soudée. Et c'est ce qu'on a fait. C'est qu'au fur et à mesure, on a agrégé des talents, des gens qui nous correspondaient. Et petit à petit, cette équipe s'est constituée. Et la réponse a été de plus en plus, de mieux en mieux pour les clients. C'est-à-dire qu'au début, on travaillait avec le fiscaliste qui était chez Defilis, qui était plutôt du patrimonial. Donc on travaillait plutôt pour des LBO pour les managers. On en a fait beaucoup. Là aussi, il y a des gens qui nous ont fait confiance. Puis après, on a commencé à travailler pour plusieurs fonds, des fonds français, etc. Et donc, il y a David Malamène qui nous a rejoints, qui a apporté le financement. Donc déjà, avec le financement, ça nous a permis d'aller voir une gamme de clients un petit peu plus, on va dire, un peu plus élevé, enfin un peu plus sophistiqués, qui avaient besoin de financement structuré, etc. Et après, il y a Frédéric Boss qui nous a rejoints avec la fiscalité transactionnelle. Et là, on est arrivé avec un package pour les fonds qui était complet, quoi. Et comment, ça m'intéresse beaucoup parce que vous dites, et c'est un bon conseil, c'est de structurer une équipe et d'avoir une équipe qui est soudée pour avancer dans le même sens. Comment finalement vous avez pensé cette équipe? Est-ce que ça fait un peu au fil de l'eau en fonction de vos besoins et de votre évolution? Ou est-ce que vous l'aviez pensé avec Frédéric Pinet dès le départ? Non, avec Frédéric, on avait pensé qu'il fallait qu'on structure une équipe. Okay. Mais c'était à la fois des collaborateurs, c'était des associés, etc., pour répondre à une demande qu'on avait identifiée sur le marché, en mid-cap et pour les groupes familiaux, en private equity, pour donner une pratique assez haut de gamme, tout en allant sur des dossiers, on va dire, de taille moyenne. Aujourd'hui, les dossiers qu'on traite, on va dire, on a toute une gamme de dossiers, on va dire un peu SMIG, qui va autour des 50, 100 millions. Après, on emmène maintenant nos clients sur des dossiers parfois qui vont jusqu'à 300, 400 millions. Et puis après, on a aussi une gamme de clients, donc ça c'est plutôt nos clients fidèles, où parfois on fait des dossiers plutôt à 1 milliard pour des groupes familiaux ou des managers. Voilà. Donc un peu de large cap quand même quand ça monte. Alors le large cap oui, mais beaucoup pour, je dis, quand on conseille des familles ou quand on conseille des équipes de managers ou de fondateurs. Puis après, il y a des dossiers qu'on a suivis, qu'on grossit. Cet hiver, on a fait un dossier qui touchait, qui taquinait le milliard, et c'est des gens qu'on a connus qui étaient plus petits. Voilà. Donc voilà, à chaque fois, ce lien en fait qu'on a créé entre associés, de la continuité, on essaie de l'avoir avec nos clients. Voilà. Très clair. Et vous restez combien de temps chez Defilis? 7 ans. 7 ans. Et les évolutions du coup au sein de ces 7 années en tant qu'associé, ça se passe comment? Ça a été super, hein, parce que j'ai envie de dire, mes années avant Defilis, c'était des années où j'ai appris mon métier, on va dire technique, et chez Defilis, j'ai appris à être associé, quoi. C'est des gens qui m'ont donné ma chance. Ça m'intéresse. Ça veut dire quoi apprendre à être associé? Comme disait José, on se couche comme on fait son lit. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, on n'a que ce qu'on mérite. Donc si vous travaillez dur, que vous avez un travail sur la clientèle, que vous avez un travail d'équipe, mais à la fin, vous arrivez à un résultat. Voilà. Et donc on ne le doit qu'à soi, ou on ne le doit qu'à l'équipe. Et ça, c'est une expérience de la vie que je trouve intéressante. On arrive à valoriser le travail des gens qui sont autour de nous. On n'a pas de marque, donc c'est que nos petits bras, et c'est nous. Et donc on va aller... et après, c'est surprenant, parce qu'on peut aller voir des clients très sophistiqués, des gens
pensaient qu'ils ne répondraient pas positivement à nos demandes et qui nous font confiance, puis qui travaillent sur le long terme avec vous, quoi. Donc, je pense pourquoi ? Parce que on venait tous de grandes maisons. David et Frédéric venaient de chez Velgotschall, moi de chez Bredin, Frédéric de chez Ashurst. Et donc, on savait travailler à un niveau de qualité important. Après, nous, on voulait travailler en équipe avec cette capacité de pouvoir se passer le ballon pour un client importante. Donc ça, le client, il l'apprécie beaucoup. On essaye que, bon, bien sûr, il y a un associé référent, mais tout ne passe pas par un associé. Quand on travaille sur un dossier, par exemple, pour des groupes familiaux, c'est souvent Frédéric qui va prendre le lead. Quand un aspect financement fort, ça va être David. Fiscalité, évidemment, c'est Frédéric. Mais moi, je ne vais pas aller regarder ce qu'ils font. En général, on se fait complètement confiance. Et ça, c'est déjà ce que j'avais vu chez Bredin. Voire maintenant, on se met à plusieurs associés sur des dossiers en corporate pour avoir une puissance de feu. Et cette capacité à, entre guillemets, travailler vite, travailler bien, il faut se connaître, et il faut se faire confiance sur les capacités techniques. Moi, j'avais été épaté chez Bredin, quand il fallait donner un coup d'accélérateur, il y avait des associés qui venaient en renfort, et tout le monde avançait dans le même sens. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Par exemple, là, il y a 15 jours, on a dû accélérer sur un dossier, avec Marie-Victoire, qui est passée associée là, chez Moncey. Et ben, on a travaillé comme des fous, et on a tout sorti d'un coup. Et cette capacité, il faut se connaître, il faut vraiment un sens de l'équipe. Voilà. C'est quoi le plus bel événement, si vous deviez en résumer, si vous deviez en trouver un seul, que vous avez connu pendant ces 7 années en tant qu'associé chez Defilis ? Un événement collectif ou individuel ? Moi, ça sera un événement collectif. Je pense que c'est quand avec Frédéric, je pense dans l'année dernière, on s'était dit qu'on avait réussi en fait à monter une équipe transactionnelle qui commençait à vraiment sortir du lot. Voilà. C'était un aboutissement, on était contents. De manière, de monter une équipe qui s'entend, etc., c'était chouette. Je pense que, en fait, à la fin de la journée, et je pense qu'il y a des trucs, on va dire que, après tout ce qui est matériel, c'est important évidemment, mais à la fin de la journée, les aspects matériels, ils passent, et les événements de la vie, l'équipe, arriver au boulot, avec des gens à qui on s'entend, avoir des clients, des challenges et tout ça, c'est des trucs qui restent, je pense. Et quand on a regardé avec Frédéric, derrière toutes ces années, après j'étais aussi avec David, Frédéric et Marie-Victoire, on s'est dit quand même, on avait monté, c'est pas facile en fait de monter une équipe private equity, mid-cap, qui fait une vingtaine de dossiers par an, on avait beaucoup travaillé. Il y a un investissement humain, il y a quand même, je pense que le moment où on a fait ça, on s'est dit qu'on avait réussi quelque chose, quoi. Après, rien n'est jamais acquis, mais c'était une étape, voilà. Et je pense que c'était un moment sympa. Ouais. Mais c'est super important de se rendre compte, parce qu'on discute avec beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'avocats, etc. Et on a du mal à se rendre compte de ce qu'on a accompli, c'est-à-dire qu'on regarde toujours vers l'horizon en regardant le chemin qui nous reste à faire, et on ne regarde jamais en arrière pour voir celui qu'on a accompli, et on ne prend pas le temps de célébrer ce qu'on doit célébrer. Ouais, après quand on est arrivé, Frédéric est arrivé un petit peu avant moi, mais quand on a commencé chez Defilis, le challenge était important. Bien sûr. Et c'est ça qui était sympa. Voilà. Et là-dessus, quand même, il faut reconnaître à José, c'est qu'il nous a laissé les mains complètement libres, on faisait ce qu'on voulait. Et alors du coup, on en vient à ça, parce que vous disiez que le meilleur moment finalement que vous avez connu de ces 7 années, c'est quand vous vous êtes rendu compte avec Frédéric que vous aviez monté une équipe autonome et une pratique, et vous avez décidé de quitter le cabinet, ou en tout cas de monter le vôtre, le cabinet Moncey Avocat. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé ? Pourquoi ? Pas dans le détail, on n'a pas besoin de... Non, mais en quelques mots, je pense que... en fait, on a eu une vision pendant 7 ans qui a été alignée, et à un moment, nous, on a voulu autre chose. Et je pense que l'aventure commune qu'on a voulu avoir dans cette équipe qui est devenue Moncey était sans doute différente de ce que voulaient les associés de Defilis. Et je pense que l'humain est tellement important dans un cabinet français indépendant que on s'est dit que voilà, nous on voulait un peu autre chose, on voulait continuer notre chemin de manière indépendante. Voilà. Comment ça se passe un split de cabinet ? Mes anciens associés sont des gens remarquables, donc ils ont fait ça très bien. Voilà. On a fait ça de manière en bonne intelligence, ils ont compris. Voilà.
Je pense que ça n'a pas été facile pour tout le monde, parce qu'on s'appréciait beaucoup, mais on a tous été intelligents. Très clair. Voilà. Pourquoi Moncey? Alors, on a payé des gens très très forts pour trouver un nom. Et, Quel enfer. Voilà. Et en fait, il y a beaucoup de noms qui sont pris. Et un jour, Monceau c'était pas mal, mais c'était déjà pris. Voilà. Et donc on s'est dit qu'il fallait 2 syllabes, parce que même pour les Américains ça marche bien. Et j'ai une rue qui est pas loin, qui s'appelle Moncey, dans le 9e arrondissement. Et je me suis dit, c'est 2 syllabes. Après, on a regardé un peu la vie du gars. Puis c'était le bicentenaire de Napoléon. Donc, comme c'était un maréchal d'Empire, il y avait toute cette dynamique. Alors, ça n'a pas été utilisé tout de suite. On a regardé plein de trucs. Et à la fin, on s'est dit, ça fait 2 syllabes. Le type est sympa. Bicentenaire de Napoléon, ça sonne pas mal. Mais je pense que la question, c'est pas pourquoi le nom Moncey. Et pourquoi pas Pinet, Giuliani, Malamud, James, Bosque, ou Bosque, Malamud, James, enfin voilà. Et en fait, on n'a pas voulu créer un cabinet avec des name partners, on a voulu créer un cabinet un peu comme une firme qui pourrait continuer au-delà de ses fondateurs. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'un cabinet dont le nom est par exemple, je sais pas, par hasard, Défilis, ça ne peut pas durer au-delà des fondateurs? C'est compliqué? Alors je pense que ça peut durer. Bredin, c'est un bon exemple. Tout à fait, absolument. Mais je pense que c'était on va dire, c'est une histoire. Et je pense que nous aujourd'hui, on s'est dit, alors je ne sais pas si on a raison ou si on a tort, qu'en prenant un nom, on va dire, d'usage, on pourrait attirer des talents qui ne prendraient pas ombrage du fait que leur nom n'est pas sur la porte et que du coup on pourrait tous un peu être égaux, quoi, voilà. Et qu'on n'a pas un système où il y a une star, on n'a pas un système où on a voulu maintenir cette idée d'équipe, et donc une équipe, faut lui trouver un nom, et il ne faut pas que ce soit le nom d'un des associés ou de plusieurs associés, voilà. Plutôt travailler la marque du cabinet qui est une marque collective plutôt que la marque individuelle de chaque associé. Ouais. Ça me paraît très bien. Et alors, je ne sais pas si c'était un coup de génie, mais en tout cas c'est ce qu'on s'est dit. Voilà. Non, mais en tout cas le raisonnement est cohérent et le principal c'est qu'ils soient en adéquation avec l'ensemble des associés. À partir du moment où tout le monde est d'accord, c'est que ça roule. Ouais. Et alors l'objectif et la vision de ce cabinet, c'est laquelle? Est-ce que vous nous expliquez que vous étiez à un moment donné avec les associés de Défilis en dichotomie de vision? Aujourd'hui, vous vous êtes réunis avec la même vision. Et c'est quoi cette vision du cabinet Moncey? Alors, déjà, c'est qu'on veut qu'il y ait cette homogénéité dans l'équipe et donc qu'on puisse sur le long terme conserver cet ADN. Ça, c'est fondamental. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vouloir recruter des talents. Nous, on est plutôt parti, à part des matières qu'on ne traite pas en interne, pour faire une croissance organique, c'est-à-dire qu'on va associer des gens qui sont collaborateurs aujourd'hui, et je pense que le fait que Marie-Victoire soit passée associée, c'est un signe fort, et on veut que tous nos collaborateurs y croient et qu'ils veulent tous venir associer. Et c'est cette force qu'il y avait aussi chez Bredin, et je pense que David qui a été chez Gilles, il l'avait aussi senti. Donc ça c'est fondamental, donc on veut attirer les talents, non pas nécessairement avec l'argent, bien que on paye bien évidemment au marché, mais aussi avec cette idée qui peut faire partie de cet ADN et de cette équipe, et donc que les gens viennent pour devenir associés. Donc déjà c'est ça, donc on veut grandir de manière organique. Ensuite on veut peut-être rajouter quelques matières qu'on ne pourra pas développer de manière organique, mais garder cette idée de faire un travail de qualité, et surtout nous, je pense, en tout cas, ce qui nous caractérise, c'est notre très forte proximité avec nos clients, et on travaille beaucoup avec des gens qui sont des décideurs. C'est-à-dire qu'on travaille avec des fonds, mais quand on parle avec le fonds, c'est souvent la personne qui est décideur dans le fonds, ou par exemple, dans des groupes familiaux, c'est souvent les actionnaires, etc. Donc ça, on aime beaucoup avoir cette aisance fluide. Voilà. Après, le marché étant ce qu'il est, je pense qu'à un moment aussi, on ira, mais aujourd'hui, on a plus un problème de traiter l'entrant que de se développer, parce que on a un positionnement qui fait qu'il y a une forte demande, et donc on est plutôt dans des problématiques de recrutement pour pouvoir faire face à la demande. À terme, je pense qu'on réfléchira également à aller voir quelques gros clients corporate, parce que je pense qu'on a aussi une histoire à leur raconter qui peut les intéresser. Et on a commencé un petit peu, mais on ne l'a pas fait de manière très forte. En fait, on n'a pas fait
un développement clientèle extrêmement réfléchi. On est allé vers des gens qui nous plaisaient, des gens à qui on s'entendait bien, et à chaque fois, c'est des rencontres. Voilà. Très clair. Et je pense que le fait qu'on ne soit pas mis de pression sur du chiffre d'affaires, qu'on se soit pas... la seule pression qu'on se met, c'est sur la qualité de notre travail, sur le fait qu'on reste soudés, et puis sur le reste, on fait ce qu'on peut, quoi. Mais je pense que comme on travaille pas si mal que ça, et que les gens commencent à nous voir pas mal sur le marché, après, il y a beaucoup de bouche à oreille, et les gens viennent naturellement vers nous. Mais on n'a pas un plan quinquennal, etc. On sait que notre métier a des évolutions, et donc il faudra qu'on y fasse face. On sait que structurellement on grandira parce qu'on va associer des gens en interne parmi nos collaborateurs et que du coup de facto on grandira. On sait tout ça, mais d'un autre côté on ne se dit pas il faut qu'on aille à tel endroit. Encore une fois, et c'est peut-être un peu comme je disais au début, on voit à peu près où on veut aller, donc on se dit bah voilà, on veut faire un travail de qualité, on veut travailler sur des dossiers avec des gens qu'on aime bien, avoir des confrères en face avec qui on s'entend bien, donc on voit à peu près quel type de dossier on veut avoir, et donc on fait nos efforts pour aller là-bas, mais on n'a pas un plan structuré pour y aller. C'est comme à un moment, moi, quand je reprends le début de ma carrière, je me disais bah, j'ai envie de travailler dans un cabinet anglo-saxon, puis il y en a un qui m'a ouvert la porte, voilà. Et après je voulais travailler dans un cabinet de premier plan français, il y en a un qui m'a ouvert la porte également. Mais je me suis pas dit, je me suis dit voilà à peu près où j'ai envie d'aller, mais j'avais pas un plan à 10 ans, quoi, voilà. Donc, puis quand j'ai voulu passer associé, je me suis dit bah voilà, il faudrait que je monte un fonds de commerce avec des gens avec qui je m'entends bien, mais j'ai envie de rester quand même dans un type de dossier un peu complexe. Et donc après ça nous y a amené. Voilà, mais c'est plus on se lève le matin, qu'est-ce qu'on a envie de faire, voilà. Et donc il y a un certain type de dossier qu'on a envie de faire, il y a un certain type de clients avec qui on a envie de travailler, et voilà quoi. Très clair. Le matin, vous vous réveillez, vous avez envie d'aller au boulot. Donc, et franchement, la carrière d'avocat, c'est quand même un métier qui est très dur. C'est un métier où on travaille énormément, on est dédié à ses clients, il y a des gens, pour ça en fait, ils en ont marre à un moment. Donc je pense que c'est important, sur ce long terme, d'être dans un endroit où on est en adéquation avec ce qu'on veut faire. Voilà. je suis complètement convaincu par ça. Donc aujourd'hui, finalement, problème, si problème entre gros guillemets bien sûr, de traitement de l'entrant, recherche. On n'a pas de problème, on a fait des recrutements évidemment. Ah ok, vous avez fait des recrutements. Oui, on a fait des recrutements, mais c'est en tout cas notre challenge. Ok. Quand on a créé Moncey, ça a été de recruter. On a recruté, là, donc il y a des collaborateurs qui vont nous rejoindre, mais c'était plutôt, on va pas dire un problème, mais c'était notre préoccupation. Donc maintenant, la problématique qui va potentiellement se présenter, c'est avec une problématique d'intégration, d'acculturation à la dynamique du cabinet déjà en place. Oui, mais après, c'est des collaborateurs qu'on a recrutés. Donc les collaborateurs sont des gens qui sont quand même encore malléables. Donc les gens qui vont rentrer, les gens dont je parle qui vont nous rejoindre, c'est des collaborateurs. Donc c'est des gens qui viennent de maisons qu'on a eues en face. Donc on voit très bien après leur culture. Et voilà. Et nous, ce qui est fondamental pour nous, c'est que c'est des gens qui ont un niveau de qualité de ces maisons, parce qu'on est très intransigeant là-dessus. On veut que ce soit des gens qui soient sympas, qui viennent ici avec le sourire. Puis on veut des gens qui veuillent nous remplacer à terme, quoi. Nous, ce qu'on veut, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, je ne suis pas encore très vieux, mais que les jeunes d'aujourd'hui soient les associés de demain, voilà. Très clair. C'est ça qui est sympa. Moi, aujourd'hui, si vous m'aviez recruté en tant que collaborateur, que j'arrive chez Moncey Avocat, vous me disiez tout à l'heure quelque chose qui me paraît totalement alléchant, en tout cas si j'étais collaborateur, c'est le fait de dire, en fait, voilà, nous, on recrute en interne et on recrute les associés de demain en interne, en tout cas de façon majoritaire pour les pratiques qu'on a en interne. Tout à fait. Est-ce que le premier jour de ma collaboration, est-ce que j'ai un plan d'association qui est mis en place en me disant, ok, Valentin, aujourd'hui, tu en es là. Ce que tu vas faire au début, c'est du vernissage. Tu vas apprendre la technique, tu vas apprendre ton métier. Et dans quelques années, ton job, ça va être de manager et également d'apporter des dossiers au cabinet, ou en tout cas de traiter de la clientèle perso pour inventer son filet. Et dans un second temps, là, tu devras aller chercher de la clientèle qui sera plus haut de gamme pour pouvoir à terme l'apporter au cabinet. Et peut-être qu'à ce moment-là, tu auras la chance de devenir associé. Est-ce que j'ai un plan d'association qui est déjà proposé ? C'est pas comme ça. D'accord. En fait, on travaille avec les gens. Et au bout d'un certain temps, on dit aux gens, est-ce que tu veux passer associé ? Ok, donc il n'y a pas de partner track entre guillemets. Non. D'accord. Et même on ne demande même pas aux gens d'avoir des clients.
Les clients, ça vient naturellement. Je veux dire, c'est les clients du cabinet. C'est pas les clients des uns ou des autres. Et après, il y a des associés qui deviennent le référent de certains clients. Mais on n'a pas de notion, de client de l'associé. D'ailleurs, une différence aussi entre Defilis et Moncey, c'est que nous, on est passé dans un système que je crois est le système chez Gide ou chez Bredin, qui est un système où on a des points. Chaque point donne un pourcentage des profits. Et donc, en fait, c'est pas et ça prend en compte l'âge, ça prend en compte un certain nombre de critères, qui sont aussi beaucoup des critères qualitatifs, et c'est pas le chiffre d'affaires qui est l'élément essentiel. Et donc aujourd'hui, on a une répartition de points, et les gens je regarde, moi aujourd'hui, si j'ai trop de travail, j'ai intérêt à ce que mes associés viennent m'aider, parce que de toute façon, je ne serais pas à payer plus. Donc voilà, et c'est cette espèce de création de groupe qui fait que moi demain, si j'ai trop de travail et que j'y arrive plus, et que j'ai un de mes collaborateurs en qui je crois beaucoup, j'ai intérêt à l'associer, parce que de toute façon, ce sera créateur de valeur. Il y a quelque chose qui m'intéresse et que j'ai du mal à saisir, et peut-être que vous allez pouvoir me donner la réponse, c'est que vous dites que les clients sont des clients du cabinet. Ouais. Ça veut dire qu'un client, un nouveau client, lorsqu'il arrive, il appelle directement le cabinet, il ne passe pas par l'intermédiaire des associés? Non, il y a des associés référents, évidemment. Il y a des clients qui vont appeler David, qui vont appeler Frédéric, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que nos clients nous appellent souvent en fonction du sujet qu'ils veulent traiter. Très clair. Et donc par exemple, il y a des clients qui ont pu rentrer par David ou par Marie-Victoire et qui vont m'appeler parce qu'il y a un sujet que je traite mieux, ou qui vont appeler Frédéric Bosque parce qu'il y a un sujet fiscal, mais ils ne vont pas m'appeler moi pour parler à Frédéric Bosque. Et ça, c'est important. C'est qu'ils ont identifié que ce qui était important chez nous, c'était la réponse technique. Il n'y avait pas d'histoire où il n'y avait pas d'individualité qui doit, entre guillemets, nécessairement parler d'abord au client. Voilà. Et ça, c'est pour ça que je dis que c'est les clients du cabinet. Très clair. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, un avocat associé, je ne vous le souhaite pas, décide de s'en aller, vous ne perdez pas de clientèle, la clientèle reste attachée à Moncey. Mais si les clients décident de suivre cet avocat, mais ils le suivront. Okay. Je veux dire, on est une profession libérale et les clients, ils sont libres. Et si demain, j'ai des confrères qui sont meilleurs que moi et que mes clients veulent travailler pour ces confrères, c'est la liberté du client. Aujourd'hui, nous, on ne fait que servir un client au mieux de ce qu'on sait faire. Et voilà. Et je pense que c'est important. Donc pourquoi je dis que c'est les clients du cabinet? Parce que les clients sont attachés aux avocats du cabinet. Ils vont appeler chacun des avocats en fonction des problématiques qu'ils ont. Mais après, si un avocat quitte le cabinet et que des clients veulent travailler avec eux, c'est leur liberté. Très clair. Évidemment, nous, on essaiera de recruter quelqu'un pour le remplacer, etc., et de pouvoir proposer un service équivalent, et puis on sera très embêté de cette perte. Mais les clients sont libres. Hein. Il n'y a pas de clause de non-concurrence chez les avocats. Très clair. Et aujourd'hui, en termes de gestion de cabinet, vous fonctionnez comment? C'est-à-dire est-ce que vous êtes 4 associés ou 5 associés? Est-ce que chacun a un rôle qui est défini? Avant le podcast, on parlait du managing partner qui avait un rôle beaucoup plus administratif. Est-ce qu'il y en a un qui est en charge de tout ce qui va concerner le management et le recrutement, l'autre qui va concerner entre guillemets la vie courante du cabinet d'avocats, l'autre la représentation de Moncey vers l'extérieur? Est-ce que vous avez des rôles qui sont définis et entrecoupés? Il y a un rôle qui est défini, c'est que Frédéric, qui avait été managing partner d'Ashurst, on lui a demandé à l'unanimité de prendre ce rôle de managing partner. Parce qu'on a vraiment besoin de quelqu'un qui avait cette expérience. Après, évidemment, il ne fait pas tout, et chacun d'entre nous se saisit des sujets où on a un peu de connaissances, voilà. Donc on aide Frédéric sur différents sujets en fonction de ce qu'on sait faire. Ou Frédéric nous demande de lui donner un coup de main, voilà. Très clair. Ça se fait naturellement, mais il n'y a pas de... On est assez peu structuré. Ok. Voilà. Et est-ce que vous avez mis en place, alors je ne sais pas si vous le faisiez chez Defilis, en tout cas je le sais que vous le faisiez dans d'autres cabinets dans lesquels vous êtes passé, est-ce que vous avez mis en place des timesheets, des suivis de taux de rentabilité, des choses comme ça ou pas du tout? Alors, les avocats rentrent leurs heures, après on n'a pas de rentabilité ou quoi que ce soit. Nous facturons plutôt au temps passé, parfois au forfait. Après il y a des clients qui veulent des forfaits, etc. Mais on a un rapport avec notre client où on définit ensemble comment ça va se passer, et ensuite notre mode de facturation s'adapte à notre client.
Voilà. Donc beaucoup de clients veulent du temps passé, d'autres des forfaits, etc. Donc là-dessus, c'est quelque chose qu'on discute au début. Ok, Voilà. et en termes de gestion derrière en interne, je sais pas, entre associés, vous n'avez pas de discussion par rapport au taux de renta de chaque client en disant en fait voilà, on s'est rendu compte que sur les secteurs d'activité, je sais pas, du private equity, notamment sur le secteur de l'automobile, j'en sais rien, on se rend compte qu'on a un taux de rentabilité qui est à 20% sur la moyenne des dossiers, alors que sur le secteur d'activité, je sais pas, de l'intelligence artificielle, on est à 40% de taux de renta. Qu'est-ce qui se passe sur l'auto? Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi on prend encore des clients en auto alors qu'on gagne le double sur des clients en AI? Ouais, mais on ne raisonne pas comme ça en fait. Comme c'est des clients qu'on connaît depuis souvent très longtemps, on est sur une histoire longue. Donc on les accompagne et parfois il y a des affaires qui ne se font pas, chacun prend sa paume, il y a des affaires qui se font, et puis il y a des clients qui payent même quand les affaires ne se font pas, il y a des clients qu'on accompagne sur des choses qui sont plus du suivi. On est plus dans une relation long terme. En fait, on n'a pas cette approche qui est un peu économique de secteur, etc. Nous, on a des gens qui nous ont fait confiance et qu'on accompagne. C'est vraiment ouais, c'est un peu comme ça qu'on aime exercer notre métier. On n'a pas... je vais pas virer mes clients demain, quoi. Ça, c'est pas possible. Non, c'est pas ce que je dis, mais Ouais. nous, par exemple, on fonctionne de la même façon, même si on n'a pas autant d'expérience que vous, etc. C'est pas pour ça qu'on abandonne les gens, c'est pas pour ça qu'on va lâcher les premiers clients qui nous ont fait confiance, mais en tout cas, on sait les opérations qui nous rapportent plus d'argent que d'autres opérations, et du coup, quand on a des opérations qui nous rapportent beaucoup d'argent, entre guillemets, et ben dans ce cas-là, on peut compenser avec des opérations qui nous sont moins rentables, mais qui nous font plaisir pour aider nos clients, mais on reste des acteurs économiques, et que pour que nos salariés puissent bouffer à la fin du mois, il est nécessaire qu'on puisse trouver un ratio qui soit assez pertinent. Donc c'est pour ça que je vous posais la question. On n'a pas cette approche de D'accord. ratio. On a des clients et on les accompagne. Il y a parfois des choses, il y a des petits dossiers, il y a des plus gros dossiers, etc. Mais on est vraiment dans ce rapport de proximité, plus Et donc- qu'autre chose. Et entre associés, vous n'avez pas non plus d'objectif de chiffre d'affaires ou de choses comme ça. Non, on n'est pas D'accord. bon. Hein. Très clair. Non. Ah oui, je Mais non, comprends on bien. n'a pas. Oui, bah, on se dit ce serait bien qu'on arrive à telle chose, voilà. Mais après, on travaille tous beaucoup et on essaye de faire au mieux, quoi. Parfois, c'est vrai, on se réunit, on regarde un petit peu où on en est de notre facturation. Bah, c'est normal, c'est quand même Bien une sûr. entreprise. On se réunit pour payer les bonus des collaborateurs, etc. Donc, on a un suivi évidemment de notre chiffre, etc. Mais on n'a pas du tout rationalisé. Je pense qu'on est encore dans une approche très artisanale, très intuitu personnée avec nos clients, et voilà. Et je pense qu'on n'est pas arrivé, en fait. Je crois qu'il y a des cabinets qui sont pratiquement devenus des firmes internationales, qui ont une approche beaucoup plus structurée de tout ça. Et nous, on est encore à l'âge. Mais c'est ce qui nous plaît aussi. Franchement, c'est voilà. cool. Ouais. Non mais voilà, je veux dire, la réalité, c'est ce qui nous plaît. C'est qu'aujourd'hui, alors, faut quand même reconnaître que on s'est quand même, compte tenu de notre expérience passée, on est allé vers des clients qui étaient quand même des gens qui étaient très exigeants, et donc des gens qui ont des habitudes, on va dire, en termes de rendu, etc., qui étaient fortes. Donc il a fallu qu'on ait des équipes importantes. Donc ça veut dire un niveau d'honoraire qui était quand même un beau niveau d'honoraire, et que du coup, on a toujours bien gagné notre vie. Donc après, c'est pour ça qu'on a cette approche un peu plus souple. Mais le métier d'avocat, c'est un métier à la fois de travail et de technicité, mais c'est aussi un travail où il faut sentir les choses, sentir le client, savoir qu'est-ce qui serait bien pour lui, essayer de bien le conseiller. Donc on a aussi une partie qui est très abstraite, qui est plus du senti, quoi, du toucher de balle, voilà. Et donc c'est difficile de tout quantifier. En tout cas, nous, on n'est pas du tout dans ce rapport aujourd'hui. On est dans un rapport beaucoup plus dans la proximité et le conseil, voilà. Très clair. Et c'est ce qui fait que les gens, on correspond à une demande aujourd'hui, voilà. C'est pour ça qu'on a des gens qui nous font confiance. Où est-ce que vous aimeriez être dans 10 ans? C'est quoi le cabinet Moncey Avocat dans 10 ans? Vous êtes où? Vous faites quoi? Vous travaillez pour qui? Avec qui? Comment? Bah, dans 10 ans, moi, ce que j'aimerais, c'est que tous mes associés là, sous ce groupe-là restent toujours aussi soudés, et qu'on ait agrégé d'autres talents, qu'on ait pu associer un maximum de gens parmi les collaborateurs, et que donc tous ces gens qu'on connaît depuis maintenant 7 ans, parce que toute l'équipe qui est ici, on l'a connue chez Defilis, elle soit toujours là, que nos clients nous aient suivis, qu'on ait grandi avec eux,
et que on ait eu une croissance en gardant notre ADN, quoi, en gardant cette âme. Voilà. En fait, une des raisons pour laquelle on est tous là, alors qu'on était dans des grands cabinets, c'est qu'on veut avoir ce rapport très personnel avec notre façon de travailler et notre façon de voir les choses et d'échanger avec nos clients. Voilà. Et j'espère aussi que dans 10 ans, tous les gens à qui on travaille à Paris seront toujours là et qu'on aura tous vécu des aventures sympas. Parce qu'un cabinet, ça s'inscrit aussi dans un écosystème et on travaille avec des banques d'affaires, avec des conseils, etc., avec des gens avec qui s'entend bien, avec plein de clients, avec des fonds, etc. Et on espère juste que tout le monde sera là, que tout le monde aura grandi et que les gens avec qui on bosse, qui ont notre âge, et ben, dans 10 ans, ils auront envie avec nous et qu'on fera toujours plein de choses avec eux. Voilà. Du coup, rendez-vous dans 10 ans. Ouais, exactement. Super. Eh bien, écoutez, Maître Giuliani, je suis ravi d'avoir eu cet échange avec vous. Je vais vous laisser retourner travailler. Et en tout cas, je vous souhaite tout le bonheur du monde, que vous puissiez avancer, atteindre vos objectifs et que l'équipe continue à grandir, bien s'entendre et bien travailler ensemble. Merci beaucoup. Au revoir. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.